Bonjour à tous, bonjour Marilène, bonjour Fanchon. Donc, bienvenue pour ce nouvel ère du temps astrologique pour le troisième temps fort de l'année, qui est le solstice d'été 2022. Donc, comme toujours, on va essayer de décoder un petit peu les énergies du moment sans trop s'appesantir sur les détails formels des cartes, mais plutôt en essayant de donner la perspective cyclique, la dynamique cyclique en cours, puisque il y en a peut-être qui le savent déjà, c'est un peu notre cheval de bataille. Donc, dans un premier temps, on va essayer de se relocaliser par rapport au solstice d'hiver 2021, qui était le début d'année symbolique. On fera un petit tour d'horizon côté équinoxe de printemps. Vous pouvez retrouver tous les détails dans les vidéos précédentes. Et puis, on s'attaquera à ce solstice d'été 2022 au travers des cycles. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la perspective là, de ce solstice d'été 2022, il est quand même assez attendu, puisqu'on voit beaucoup de gens un petit peu en perdition en ce moment. Les énergies sont quand même très particulières. Donc, on va revenir là-dessus et puis on va essayer de remettre un petit peu de sens sur tout ça, sur ce qu'on traverse en ce moment. Alors, pour mémoire, voici donc la carte du solstice d'hiver 2021, notre début d'année symbolique, qui donnait un petit peu le ton de notre année. Qu'est-ce qui serait important de repréciser selon vous? Donc, on est avec un Pluton Capricorne, bien entendu, qui était conjoint à une Vénus rétrograde, ce qui donnait déjà une tonalité particulière, on en avait parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être dire que ça insiste bien sur le Pluton Capricorne qui est dans ses derniers degrés du Capricorne. On est dans la dernière année où Pluton est dans le Capricorne. En 2023, il va commencer à rentrer dans le Verseau. Donc là, il travaille comme c'était le solstice d'hiver, que le Soleil et les planètes personnelles étaient proches de lui. Là, Pluton, on a vu que dernièrement que Pluton a travaillé beaucoup les planètes personnelles, en particulier cette Vénus qui a eu la bonne ou mauvaise idée de rétrograder et de rester dans le Capricorne et de rétrograder sur lui et de revenir sur lui justement dans le début d'hiver, quoi. Je dirais que ce solstice, il insistait beaucoup sur le Capricorne. Mm. Qu'est-ce Et que vous... effectivement, sur l'action Pluton, pour moi, il y avait vraiment quand même. Et il y a tout au long, on sent tout le long de cette année, là, un Pluton qui travaille vraiment dans nos profondeurs et qui donne une dimension aux autres cycles, je trouve, qui les densifie ou qui nous donne vraiment l'occasion de passer des caps, quoi, des portes, de transformer. Oui. Oui. Ça donnait quelque chose, effectivement, ça donnait, je trouve, une dynamique d'année très, très introspective, avec beaucoup de déconstruction, quoi. Déjà, c'était annoncé, puis j'ai l'impression que ça tire vraiment ce fil. Quelles sont les structures qui doivent sauter, être remplacées? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, rapport au collectif? On est bien là-dedans. Le maître mot, c'est la déconstruction pour préparer une reconstruction. Oui. Et alors après, au niveau de l'équinoxe de printemps dont on avait parlé la dernière fois, il y avait des choses voilà, importantes et notamment ce qui s'est passé au niveau des cycles. Donc là, vous voyez sur la carte de l'équinoxe de printemps, Mars qui va se rapprocher de Saturne et le nouveau cycle s'est formé en avril, début avril. Idem pour le cycle Neptune-Jupiter qui s'est réouvert dans les poissons. Et puis, on était toujours encore un peu dans l'orbe là de ce fameux carré Saturne-Uranus que vous voyez s'afficher ici. Donc ça aussi, c'était particulier, c'était fort et très riche au niveau des cycles. Alors, peut-être qu'on commence justement maintenant à voir quelle est la teneur de ces cycles, parce que quand on en parlait au moment de l'équinoxe de printemps, le cycle Jupiter-Neptune n'était pas formé, le cycle Saturne-Mars n'était pas formé, donc on ne savait pas trop, peut-être on commence à en voir la teneur maintenant, on peut peut-être commencer à en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que ce que tu dis, ça me fait me dire qu'au solstice d'été, c'est comme si, comme on a commencé à voir les cycles qu'ils étaient, au solstice, ils s'éclairent un petit peu différemment, donc on peut mettre peut-être plus de conscience dessus et commencer effectivement à mettre des mots et à comprendre où ça se joue. Parce que comme on vient de parler de Pluton, justement, je me dis que le cycle Jupiter-Neptune, c'est comme, si vous voulez, Jupiter, quand il fait un cycle avec Pluton, Neptune ou Uranus, il intensifie la puissance des transpersonnels. Et quand Jupiter était conjoint Pluton, c'était il y a 2 ans au démarrage de la crise du Covid.
puisqu'en 2020, on a eu tous ces cycles qui se sont refaits avec, dans le Capricorne et avec Saturne, Pluton, Jupiter, Pluton, etc. Donc là, il y a eu une problématique assez puissante Jupiter-Pluton. Et là, maintenant, on dirait qu'il y a c'est ce que j'appelle la repolarisation. C'est-à-dire que Jupiter, le cycle Jupiter-Neptune nous donne à voir Neptune. C'est-à-dire, il dit, mais est-ce que vous avez eu des problématiques importantes en 2020 et d'ailleurs, vous avez vu que peut-être il s'avérerait que le fameux coronavirus serait sorti d'un laboratoire, hein, aurait été un trafic, une intensification d'un virus naturel. Hein. Vous avez vu, ça commence. Donc Jupiter-Pluton, vous voyez, quelque chose n'était pas visible avec le Pluton. On va sans doute apprendre de plus en plus d'où vient ce virus et quelle est sa signification et pourquoi on a eu affaire à ça. Et en tout cas, avec Neptune, on polarise autrement, c'est-à-dire on a vu le plus bas, Jupiter-Pluton, et on va peut-être avoir un nouvel idéal. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un ordre d'un idéal qui essaye de se remettre en place ou pas dans le poisson? On dirait que oui. Après, il y avait aussi cette notion que tu disais l'autre fois que je trouvais extrêmement intéressante entre Neptune, qui est le premier maître des poissons, Pluton, celui au niveau ésotérique et hiérarchique, et comme si du coup il y avait cette espèce d'inversion. Comment retrouver sa valeur, qu'est-ce qui est ma valeur, qu'est-ce qui est ma verticale, qui est mon idéal, qui me tend vers quelque chose. Et c'est vrai que moi j'ai senti vraiment et collectivement il me semble qu'on a cette espèce de bascule vers où on va, vers quoi on tend, c'est qu'est-ce qui est vraiment le plus important. Et ça, je trouve qu'on le sent fort, peut-être que... Un idéal unitaire peut-être. Ouais. Parce que le poisson, c'est le début et la fin. Alors, c'est le début vraiment 0-0 et la fin, c'est l'infini. Donc, le poisson, c'est un spectre, comme tu dis, Marilène, entre Pluton et Neptune. Hein. Et donc, c'est chacun de nous, on se repolarise selon là où on en est, vous ne croyez pas? Ouais. Après, je pense que peut-être ce qui peut donner du sens aussi, c'est que c'est un début de cycle. Et on rappelle que les débuts de cycle, hein, c'est un peu comme c'est analogique aux nouvelles lunes, c'est toujours un petit peu flou, quoi. On est un peu... en tout cas, autour de moi, hein, dans ce que je ressens, je pense qu'il y a encore parfois... pour certains, cette sensation d'être un peu flottant, d'avoir effectivement cette sensation qu'il y a une bascule peut-être à faire au niveau des valeurs, mais qu'on est un peu en train de naviguer comme ça dans la mer de ce nouveau cycle Neptune-Jupiter en Poisson, et c'est pas forcément encore bien défini. Je sens un petit peu ça, moi. Et c'est logique, hein, c'est un début de cycle. C'est le fameux flou qu'on attribue à Neptune, mais qu'on devrait attribuer à nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas Neptune qui est flou, c'est nous. Hein, on n'y voit pas. On ne voit pas clair. Et puis il y a quand même le poisson, c'est aussi des dimensions très vastes, Neptune aussi, Pluton aussi. Donc en fait, c'est percevoir aussi, je pense, à quel point on est tout petit là-dedans et comment on se positionne dans toutes ces vibrations très grandes dans l'univers, en fait, sur la Terre. J'ai l'impression que ça nous change aussi notre place et comment on perçoit notre place et qu'effectivement, début de cycle, donc c'est encore un peu... je perçois bien que c'est plus vaste que ce que je crois, que ce que je perçois, que le collectif est plus grand, mais comment je m'y situe, c'est pas encore tout à fait clair. Et c'est là où moi je me dis Saturne-Mars et Saturne-Uranus, ils vont certainement aider à ce que ça s'incarne et qu'on trouve notre élan. Oui. Oui, puis je trouve que tu fais bien de rappeler ce dernier carré là, du cycle Saturne-Uranus, parce que c'est quand même un cycle qui nous demande d'aller manifester concrètement un certain génie et une aspiration verso, donc très, très unitaire, fraternel, solidaire, équitable, etc. Donc je trouve qu'il y a un paradoxe entre l'espèce de flou de certains débuts de cycle et pourtant cette espèce d'urgence du dernier carré Saturne-Uranus qui nous demande allez, là, il faut aller manifester quelque chose. Donc, il y a presque quelque chose, on voudrait agir, on sent qu'il y a une espèce d'urgence peut-être qui frémit en dessous, où il va falloir aller poser des choses concrètement. Et pour le moment, il y a ce flou artistique, mais qui a du sens, finalement. Du coup, peut-être on peut refaire un petit point là au niveau des
des cycles importants qui sont en cours cette année. Vous voyez par exemple sur ce schéma, donc les 10 grands intercycles planétaires, les 10 principaux, et vous voyez ici donc ce fameux cycle Uranus-Saturne qu'on a appelé être un cycle de coagulation, de manifestation collective, et le cycle Neptune-Jupiter qui est un cycle d'amplification de croissance. Mais le cycle Saturne-Uranus, c'est quand même un cycle qui est très long. Si on le regarde, par exemple, sur ce schéma, donc il a débuté en 88-89, la pleine lune 2008-2009, qui était synchro à l'entrée de Pluton dans le Capricorne d'ailleurs. Et là, actuellement, on vit donc son dernier carré décroissant, 2021-2022. Et d'ailleurs, le dernier carré exact sera en septembre-octobre 2022. Donc, on va y retourner. Ce qui est intéressant dans ce cycle, c'est qu'il était conjoint au centre galactique. Au démarrage, oui. En 88-89, il conjoint au centre galactique et en fait, il y a quelque chose, à mon avis, qui nous appelle à un niveau supérieur de compréhension. Parce que le centre galactique, c'est le centre de l'univers, de notre univers. Donc, il y a un appel à un ordre supérieur, je dirais, avec ce cycle. Parce que ouais, ce cycle me paraît tout à fait important en fait. Donc c'est surtout en 2021 qu'il nous a travaillé, mais il termine, c'est en septembre d'ailleurs quand on fera notre prochain air du temps astrologique à l'équinoxe d'automne, on pourra peut-être faire un peu mieux le point sur qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer. Parce qu'il est parti en 88-89 conjoint au centre galactique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 99-2000, il s'est passé en même temps, si vous voulez, que Uranus-Jupiter, puisqu'il y avait en 2000, il y avait la conjonction Saturne-Jupiter. Et en 99-2000, il s'est passé dans le Verseau-Taureau. C'était inversé avec ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire en 99-2000, on avait Uranus dans le Verseau et Saturne dans le Taureau. Donc, il y avait une aspiration à commencer à incarner le Verseau. Et je dirais qu'on a un petit peu lâché l'affaire à partir de là. On a eu l'impression, il y avait une aspiration à faire grandir, à voir le monde autrement, le rendre de façon plus juste, plus Verseau, plus équitable. Et en fait, on dirait qu'on n'y est pas tellement bien arrivé. Et en 2008-2009, je ne sais plus dans quoi se trouvait ce cycle-là. Et maintenant, on le retrouve en dernier quartier dans le Taureau Verseau, mais inversé. Or, là, je dis que il travaille très, très puissamment dans la croix fixe et entre le Verseau et le Taureau, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais moi, je suis en train de tilter que ce cycle-là, pour le coup, il est quand même très, très ajusté au travail de Pluton parce que 1999, on avait un Pluton sagittaire, donc qui a aussi perturbé peut-être les perspectives, le sens, etc. Ça nous a peut-être un petit peu fait folleyer dans différentes directions. 2008, c'est l'entrée de Pluton Capricorne. Et là, pour le carré décroissant, on est quand même à l'aube de l'entrée de Pluton dans le Verseau. Donc, je le trouve finalement assez raccord au travail de Pluton qui est dans son cycle accéléré. Ce n'est pas inintéressant. Oui, surtout que la pleine lune était en Vierge Poisson et donc il était dans le immutable au niveau conjonction et opposition et en fixe au niveau des carrés. Et là, il y a un gros travail de transformation et de transmutation qu'il est en train de nous conduire à faire en fait. Collectivement et individuellement. Mais il faut voir individuellement où il joue dans nos thèmes. Qu'est-ce que tu en penses, Marilène ? Est-ce que tu vois ce jeu de ce cycle, toi, chez les êtres en ce moment, individuellement et collectivement ? Ouais, complètement. Je trouve que là, Pluton, du moins, l'ensemble de tout ce qu'on vient de dire, je trouve que ça se sent fort avec des manifestations physiques ou des sensations vraiment que ça doit passer par le corps, par de l'action concrète, même si c'est des petites choses, mais des choses qui sont réelles finalement, qui sont dans la matière, qui sont incarnées. Et je vois vraiment que les gens, ils sont pas soumis, mais il y a comme quelque chose qui pousse à y aller. Et que ça soit dans des choses individuelles ou collectives, il y a quelque chose qui nous pousse à faire des choix aussi et à aller dans l'agir.
Et je trouve que c'est très dense, très intense, très plutonien en fait. Vraiment quelque chose qui demande de lâcher ce qui n'est plus nécessaire. En tout cas, je sens ça assez fort et ça serait intéressant peut-être d'avoir des retours plus larges sur les sensations, mais il y a une sensation de densité qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Comme si tout ce cycle-là, Saturne-Uranus, il arrivait vraiment sur pas sa dernière phase de travail dans la symbolique dans laquelle il est, et que Pluton il est ramené vraiment à l'essence et qu'on est comme une sorte d'entonnoir. En fait, moi, ça me fait vraiment penser à ce moment où dans ces cycles-là, on est sur cet entonnoir, ce passage, et là, et ben, quelque chose nous pousse à y aller. On ne sait pas trop où, mais on commence à voir un peu dans peut-être des choix un peu plus petits que ce qu'on voudrait bien faire, et ben finalement ces petits choix petit à petit nous amènent vers de plus grands passages que ce qu'on croit. C'est intéressant. Est-ce que tu en penses, Faustine, toi? Oui, je trouve ça finalement très raccord avec ce qu'on va retrouver du coup au niveau du solstice d'été. Je trouve que ce Pluton est toujours très appuyé en fait. Cette dynamique plutonienne avec sa densité est toujours très soulignée. Alors peut-être on peut regarder la carte du solstice d'été. On voit que déjà l'énergie rentre par Pluton. Hein, et qu'il a l'air vraiment de distribuer les énergies. Enfin, moi, je le trouve à nouveau très appuyé dans cette fin du Capricorne. Et c'est vrai que Marilène, tu soulevais cette envie de voir un peu qu'est-ce qui se jouait en fait pour les gens de manière plus large. Et c'est vrai que de mon côté, j'ai aussi pu relever pas mal de... Il y a comme en ce moment une petite perte de sens, de perspective. Ça joue beaucoup au niveau des valeurs. Je vois aussi beaucoup de gens qui sont presque dans un état d'urgence, de quasi-dépression. Enfin, il y a des choses... Alors, il y a des gens qui vont très bien, hein, et grand bien à leur face, mais c'est vrai que pour d'autres, on sent que ça travaille vraiment très en profondeur avec cette espèce de côté un peu comme si on était dans la mélasse encore un petit peu. Et ça me fait penser à ce travail très plutonien, cette maison 7 poissons, là, sur le solstice d'été, avec une maison 8 très chargée. Donc, on est encore beaucoup peut-être dans des transformations, des mutations, des choses qui se passent en profondeur, en tout cas. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais... Puis l'axe des nœuds taureau-scorpion, là, qui est bien aspecté aussi pour ce solstice, il rajoute une petite touche pour moi d'intensité et de reliance aussi à la terre, ça nous ramène à être ancrés, à être présents, et du coup, il y a quelque chose pour moi aussi ça va pour moi avec le cycle en poisson de Jupiter-Neptune, avec tous ces cycles qui sont là, mais c'est ramène-toi à ta réalité, et du coup, il y a quelque chose de l'incarnation c'est comme pour moi, avec le taureau-scorpion, le Pluton, tout ça, c'est l'impossibilité de se leurrer soi-même, en fait. Donc, ça peut être extrêmement difficile, mais extrêmement riche et porteur, parce que du coup, on est dans la réalité de ce qui est. Et quand on est dans la réalité de ce qui est, ensuite, ce qu'on va mener comme action sera bien plus efficace, ce qu'on va faire dans le monde, ce qu'on va dire. Et Saturne-Uranus, il nous propose vraiment ça. Donc, tout fait comme un espèce d'alignement qui paraît un peu flottant, puis qui en fait prend du sens. Oui. Et... Peut-être, tu vois, Marilène, c'est d'autant plus important que le cycle Saturne-Mars qui dirige Mars pendant les 2 ans à venir, donc l'action de Mars, le cycle Saturne-Mars dans le Verseau, il s'est fait au double carré de l'axe des nœuds en Scorpion-Taureau. Et par conséquent, comment dirais-je, on en a certainement pour 2 ans à retravailler à travailler tout cela en nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que en fait, en avril, c'est ce qui s'est passé, le cycle Saturne-Mars. Et Saturne était au double carré. Alors, ça donne cette idée de règlement karmique. Parce que Saturne, hein, c'est le maître du karma. Et au carré de Scorpion-Taureau, ça choque. Hein, il y a quelque chose, il y a comme un choc dans le réel, là. On dirait qu'on tombe on n'est plus, on est face au réel en fait. Ouais. Puis c'est vrai que croix fixe, hein, donc je sais pas, la croix fixe, je vois quand même vraiment quelque chose. Pour moi, c'est vraiment l'endroit où on se retrouve face à
à ce concret, à ce qu'il y a, à la matière. Il y a quelque chose de très, très intense, de très dense on ne peut pas s'échapper dans des pensées ou se dire, ah là, oh, ben, je vais faire je vais faire un mouvement comme en cardinal, je vais mettre en route quelque chose. Et il n'y a pas cette histoire de mouvement, on est vraiment sur là, bah, c'est ça qu'il faut changer ou c'est là que je dois aller. Il y a quelque chose de très. Moi, je pense qu'on est confronté à des épreuves collectives, hein, avec la guerre, justement, en Ukraine et avec ce que ça nous amène comme problématique de pénurie mondiale et avec la perspective qu'il va bien falloir partager les ressources. Parce qu'il y en a qui vont être en plein manque de ressources alimentaires déjà, donc basiques. Donc, on est vraiment là dans des questionnements très collectifs. On est ramené à un collectif d'une manière ou d'une autre. On est bien là dans la croix fixe avec le collectif. Je dirais que pour moi, c'est presque des épreuves initiatiques auxquelles on est confronté et individuellement, chacun là où il en est dans son chemin. Hein. C'est comme Hercule, hein. Les épreuves sont différentes suivant le chemin, hein, suivant l'endroit où il est dans le chemin, dans le fameux chemin du zodiaque. Et collectivement, on a des grosses épreuves quand même là. On a des épreuves du réel, en fait. Effectivement, je trouve que ça joue beaucoup sur cette notion de réalité, quoi. Moi, ça m'évoque beaucoup cette idée de c'est quoi la réalité, en fait. Parce que ça pourrait être une bonne question aussi, hein, dans cette espèce de perte de sens, des fois, ou de dispersion pour certains. Où sont les valeurs, où est mon réel, quelle est ma réalité, ta réalité, etc. Et ça questionne beaucoup là-dessus. Et je trouve qu'effectivement, tu as raison de Marilène de souligner que la croix fixe est hyper travaillée. Et dans la croix fixe, pour rappel, on a un peu la symbolique d'être au centre de la roue, quoi. Il y a la roue tourne et nous, on est vraiment au milieu. Donc, les énergies collectives sont affichées autour et on est au centre et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas forcément évident en croix fixe, d'ailleurs, d'être très en conscience de ce qu'on est en train de réaliser. Peut-être que ça peut être intéressant à souligner. Non, parce que les épreuves dans la croix fixe, c'est des épreuves de lâcher prise, comme on dit, c'est-à-dire de lâcher ce qu'on était en train de croire qu'on devait vivre. Oui. C'est-à-dire de lâcher le récit aussi, hein, parce que c'est changer de récit. Moi, je crois qu'on est en train de changer de récit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a une nouvelle protension collective à trouver de toute manière et ça me rappelle beaucoup le 5e accord Toltec qui en gros dit quelle histoire tu te racontes en fait. Quelle histoire tu es en train de te raconter parce que cette histoire que tu te racontes est ta vérité. Je simplifie, hein, on m'excusera, mais voilà, pour faire simple, il y a un petit peu ça. Et je trouve qu'au niveau des codes là, astrologiques, on retombe quand même vraiment sur ces notions-là. Quelle histoire, quelle réalité, quelle nouvelle protension collective. Et pour ça, je trouve qu'on est vraiment obligé d'aller fouiller dans les profondeurs parce qu'on regardait tout à l'heure sur la carte la manière dont Pluton est très appuyé, mais c'est toi, tu l'as souligné tout à l'heure, Marilène, Pluton est là, mais c'est vrai que si on aspecte le nœud sud, qui pourrait être comme un second Pluton, si on veut, si on aspecte le nœud sud, ça donne ça. Donc, c'est à nouveau très appuyé. Le nœud sud est ici. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller retrouver, je trouve, dans les profondeurs. Et puis, on peut se rappeler que le Scorpion et le Capricorne, travaillés par Pluton et le nœud sud, sont les deux signes majeurs de l'initiation. Donc, on retombe sur ce que tu exprimais. Oui, mais c'est vrai que cette idée d'initiation, elle me parle vraiment beaucoup, je trouve, dans ce qui se joue. En ce moment, oui. Ouais. Parce que... En fait, là, c'est très, très, très éloquent que tu mettes cette carte avec les aspects à l'axe des nœuds, parce que j'ai l'impression que cet axe des nœuds en Scorpion-Taureau, alors que la tête est dans le Taureau, donc il nous demande de trouver des formes plus justes, plus harmonieuses, plus appropriées aux humains. Et cette queue du dragon qui est, j'allais dire queue du scorpion, hein. Voilà, cette queue du dragon qui est très scorpion et qui est très offensive. La dernière fois que l'axe des nœuds était là, c'était le début de la guerre en Irak. C'est-à-dire que là, on était parti dans une séquence de 20 ans j'allais dire, de mise à, j'ose pas dire de saccage, mais presque du Moyen-Orient, quoi. Il y a eu un travail énorme qui s'est fait au Moyen-Orient. Maintenant, ça se fait
le travail approche et ça vient en Europe. Donc, il est très offensif collectivement et individuellement, cet axe des nœuds. Un nœud sud scorpion, ça trouble beaucoup. Ça peut beaucoup troubler la psyché, les profondeurs, l'intimité. Et moi, ça me questionne aussi cet axe des nœuds, la taureau-scorpion. Je trouvais assez raccord avec la maison 7 poisson qu'on a dans le solstice d'été, qu'on avait aussi dans l'équinoxe de printemps d'ailleurs. C'est que ça met quand même l'accent sur l'autre et sur la polarité, hein, qui est aussi donnée par le nouveau cycle Jupiter-Neptune. Mais qu'est-ce qu'on fait de la polarité? Qu'est-ce qu'on fait de l'altérité, en fait? À commencer en nous-mêmes, mais aussi avec l'autre. Et les drames psychiques que peut faire ressortir le nœud sud en scorpion, on peut aller le retrouver dans le lien à l'autre, à notre humanité, notre collectivité, jusque dans les sphères beaucoup plus personnelles, intimes, quoi. C'est peut-être aussi comme une préparation, quoi. C'est-à-dire qu'on nettoie aussi notre relationnel, enfin, ce que nous renvoient les autres dans l'intimité, puis dans un cercle un peu plus large, et en fait, comme pour nous permettre aussi d'accéder à un collectif, puisqu'on ne sait pas faire. Enfin, je veux dire, tout ce qui arrive de l'ère du Verseau, toutes ces nouvelles énergies qui sont en route et toutes ces nouvelles compréhensions, finalement, on ne peut même pas les imaginer, c'est l'inconnu. Donc, en fait, c'est certainement, enfin, moi, je le vois aussi comme une initiation qui nous prépare à cette nouvelle perception du collectif, et pour ça, il faut être propre, entre guillemets, enfin, sain à l'intérieur de nous, quoi, dans le relationnel. Enfin, il faut avoir fait le point un peu et nettoyer, oui, c'est, mais la question, c'est que c'est dans le scorpion que se fait le passage de la vie de la forme à la vie de l'âme. C'est-à-dire que c'est dans le scorpion qu'on on décide ou on lâche l'idée que la forme est première pour se retrouver en tout cas pour les êtres humains, hein, pour se retrouver dans le domaine de l'âme. Et dès lors qu'on est dans le domaine de l'âme, on est dans le collectif. Parce que l'âme, toutes les âmes sont comment dirais-je, en communication. Il n'y a pas de différence entre mon âme, ton âme, et c'est uni déjà, c'est unitaire. Et donc, c'est dans le scorpion que se joue le drame humain par excellence, en fait. C'est-à-dire, qui sommes-nous, et comment on respecte et on reconnaît les autres, mais ça parle bien de ce passage très initiatique qu'on peut appeler christique, en fait. Hein. Parce que c'est dans le scorpion, c'est la maison 7 de la croix fixe. Donc, c'est là, en se frottant à la relation à l'autre, qu'on passe ou pas au collectif. Oui, c'est ça. L'initiation, je crois, se fait vraiment par l'altérité, quoi. Ça me donne vraiment cette sensation-là. Et puis avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé au niveau du poisson, il y a aussi beaucoup de recyclage, beaucoup de réinitialisation, des grosses déprogrammations qui sont demandées, des renouveaux, des bilans. Donc on est encore, enfin en tout cas le solstice d'été a l'air de nous afficher aussi un petit peu ça à nouveau, quoi. C'est vrai que c'est quand même un très bon moment pour faire du travail personnel, de nettoyage, de déprogrammation, comme tu disais, reprogrammation, enfin pour changer des choses, clairement avec du poisson qui permet de recycler, de faire un bilan et de commencer à laisser émerger ce qui va venir après, le scorpion qui a cette capacité de transmutation, le taureau qui donne forme, plus tous les cycles Saturne-Mars qui a lancé un nouveau mouvement. Il y a quand même plein de choses qui sont extrêmement positives dans ce qu'on peut transformer en nous-mêmes. Moi aussi, je pense que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'intensité, de densité ou de choses qui peuvent être difficiles, mais je trouve qu'il y a aussi cette énorme richesse là du moment où on a vraiment tout en main et tout dans le ciel là pour pouvoir amorcer des vrais changements, des évolutions extrêmement importantes, personnellement et collectivement, je pense. Une vision qui, je ne sais pas si vous allez la trouver intéressante. Récemment, c'est une autre astrologue qui m'avait parlé de ça. J'ai trouvé sa vision intéressante au niveau de l'axe des nœuds. Peut-être on peut rappeler que donc, le nœud sud, c'est des choses qu'il faut lâcher grossièrement. Le nœud nord nous donne une direction. Et qu'effectivement, sur cette carte de solstice, le nœud nord nous donne une direction. Et il y aurait cette idée que le nœud sud doit comme se vider pour être rempli en quelque sorte
par le nœud nord. Donc, il y aurait quelque chose à vider, à finir de nettoyer du Scorpion pour que le nœud nord Taureau puisse vraiment s'imprégner, nous réaxer. Mais effectivement, alors nettoyer un nœud sud Scorpion, bon courage, puisque les profondeurs du Scorpion, elles sont quand même infinies, quoi. Mais voilà, je trouve qu'il y a cette idée-là. Et d'ailleurs, au niveau des gens, des patients, je remarque effectivement beaucoup cette idée de nettoyage, des mémoires aussi qui peuvent remonter très fort. Ouais, beaucoup, beaucoup de mémoires, des trucs très karmiques, hein, comme on le disait tout à l'heure, des choses aussi qui peuvent être de l'ordre de vieilles blessures d'enfance, des choses qui touchent à l'intimité, à la sexualité, beaucoup de choses comme ça qui remontent. Et ce nœud sud Scorpion nous demande, je crois, de qu'est-ce qu'il y a à lâcher au niveau des profondeurs psychiques, intimes, quels sont les nettoyages qui ont besoin d'être faits. Il y a un gros lâcher-prise, hein, ça je pense qu'on est beaucoup à le ressentir, mais il y a parfois cette question de je lâche prise, ok, mais pour me raccrocher à quoi? Ça peut être la bonne question. Et on le voit un petit peu peut-être dans la carte du solstice, je ne sais pas comment vous voyez ça. C'est-à-dire que dans le nœud sud, dans la queue du dragon, il y a la tentation pour chacun de s'accrocher et d'y rester. C'est-à-dire c'est des endroits qu'on connaît bien et qu'on a envie de chérir et de continuer à garder. Il y a un sentiment et alors que dans le nœud nord, il y a la direction vers laquelle aller. Alors, aller vers le taureau, et Uranus nous y invite. C'est pour ça que c'est très intéressant. C'est aussi pour ça que cet axe des nœuds en ce moment est important, parce qu'il va falloir voir quand est-ce que la tête du dragon va être conjointe Uranus. Ça sera extrêmement important. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire cet été, non? Je pense qu'on en reparlera. On se donne rendez-vous pour en parler à l'équinoxe d'automne, en fait. Et c'est qu'est-ce que le taureau, c'est comment arriver dans une vie un peu plus paisible, harmonieuse, aimante. J'aime bien là, la manière dont tu as exprimé le nœud sud, à savoir qu'il y a quelque chose, on pourrait vouloir y rester accroché, là, parce que on revient à ce qu'on disait, c'est une histoire qu'on connaît. Nos drames psychiques, intimes, personnels, c'est une histoire qu'on connaît, puisque c'est une histoire vécue ou qu'on se raconte, ou les deux. Donc ça pourrait être tentant, effectivement, de rester un peu dans ces marécages psychiques, de faire tourner, mouliner le mental pour essayer de ceci, cela, alors que, effectivement, le nœud nord conjoint Uranus, conjoint Vénus au milieu du ciel, là, ça fait un peu comme une étoile qui donne un peu la direction. Et ce nœud nord taureau, est-ce que ça pourrait pas nous dire, voilà, votre porte de sortie, votre direction hors de vos propres drames intimes, ça pourrait passer par le corps, la nature, la reconnexion à nos talents. Peut-être le corps est une bonne voie d'accès pour sortir des drames psychiques. On pourrait le voir comme ça, peut-être, cet axe. Et le lien à la terre aussi. Oui, à la terre, la nature. Et avec les poissons, avec ce Jupiter-Neptune dans les poissons, on est repolarisé dans une perspective unitaire. C'est-à-dire à rapport à la Terre, effectivement, Marilène, mais à tous les autres règnes. Hein. D'où là, il y a quand même, on sent tout d'un coup que, alors en tout cas au moins en France, mais je pense que c'est dans le monde entier actuellement, une aspiration à une écologie, à une vie, enfin comment dirais-je, à un équilibre entre l'homme et tous les autres règnes. Mais cette aspiration écologique, elle se pose là. Je crois que maintenant, on est rentré là-dedans. Et ce Jupiter-Neptune, il nous prépare l'arrivée ensuite de Pluton dans le Poisson, hein, dans la deuxième partie du XXIe siècle. Hein. Donc là, c'est tout ce qu'on n'aura pas travaillé, on aura les rendez-vous quand Pluton arrivera dans les Poissons. Parce que cette vision, la dernière fois que Pluton était dans les Poissons, c'était au début du 19e siècle. Voilà, il y avait eu tout un élan à ce moment-là de compréhension unitaire du monde et de questionnement sur ce. Et là, on est dans ces passages. De toute façon, depuis que Pluton est passé Pluton arrivant dans le Capricorne et depuis qu'il est rentré dans le Capricorne en 2008, et ben, là, il est rentré sur la croix du monde. Maintenant, il va travailler les milieux du ciel de toutes les croix. Et là, Pluton, et à ce moment-là, il nous appelle vraiment à revoir toutes nos directions, en fait.
Oui, et puis d'ailleurs, si on veut donner une perspective supplémentaire, là, cette année, on a Saturne en ce moment qui est au double carré de ce fameux axe des nœuds. Hein, il joue comme l'arbitre verso de cet axe taureau-scorpion. C'est intéressant et c'est bien, je pense, d'intégrer les choses maintenant, puisque l'année prochaine, c'est Pluton qui sera au double carré des nœuds. Donc, ça va continuer d'appuyer comme ça. Et qui va comme faire sa première entrée dans le Verseau. Voilà. Donc, l'image de l'entonnoir reste tout à fait valable, quoi. On est en train de terminer quelque chose pour repartir vers autre chose. Si, c'est qu'alors là, le carré Saturne-Uranus a lâché, mais il va reprendre en septembre-octobre 2022. Dans ce carré, il y a aussi quelque chose d'assez presque oedipien hein, dans ce complexe de castration. On est un petit peu là-dedans, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des mémoires possibles qui remontent. Mais ce qui va surtout être important, c'est l'action de ce fameux cycle Saturne-Mars débuté en avril. Là, vous voyez, Mars est ici. Il va falloir qu'il arrive peut-être sur Uranus et le nœud nord pour qu'on y voit un petit peu plus clair, actualiser les choses. Je ne sais pas comment vous le voyez, ce cycle Saturne-Mars. À mon avis, on n'en tient pas assez compte. Je pense que c'est un cycle qui est extrêmement intéressant et important pour tout le passage à l'action pour les êtres humains au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Parce que Saturne, dans le Verseau, il donne un positionnement, il dit il y a des actions Verseau à faire concrètement et il faut commencer en 2 ans de les faire. Parce que la prochaine fois que Mars, chaque fois, si vous voulez, ça a lieu dans un signe suivant. Donc la prochaine conjonction Saturne-Mars aura lieu dans le Poisson. Et donc, ça oblige à à faire travailler Saturne dans un signe. Donc, ce cycle Saturne-Mars fait travailler Saturne dans le Verseau et nous montre une direction d'action possible dans le Verseau. Et il nous dit, allons de l'avant. Alors, d'abord, il a été conjoint à Saturne dans le Verseau au mois d'avril. Puis, très rapidement, Mars est arrivé il est arrivé dans le Poisson. À ce moment-là, on n'a plus rien. Mars dans le Poisson, on ne sentait rien, on ne voyait pas où il devait aller. Hein. Et puis maintenant, on commence à voir une direction possible depuis que Mars est passé dans le Bélier. Alors là, parce que ça s'élance très très vite. Hein. Le cycle Saturne-Mars est un cycle extraordinaire à travailler parce qu'il s'élance très vite, il arrive très rapidement au premier carré, puis Mars va ensuite se mettre à rétrograder et du coup, il va traîner pendant longtemps parce qu'en fin d'année, on va avoir une rétrogradation de Mars dans le Gémeaux. Donc là, on ne va pas parler de ce cycle en entier, mais ce qu'on voit de très fort, c'est qu'en ce moment, Mars est passé conjoint Jupiter dans le Bélier, conjoint Chiron, il y a un élan qui se fait. Alors qui peut être très belliqueux, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi des élans très belliqueux. Hein. Dans le monde. Mais aussi, on y va, quoi. Oui. On y va. Ouais, puis en passant dans le Bélier, il y a quand même vraiment cet élan de vie, parce que Mars, c'est vraiment aussi ce qui nous met en mouvement de vie, ce qui fait qu'on est là, qu'on est dans dans tout ce qui nous met en lien avec le monde, parce qu'on se met en mouvement et donc paf, on se relie, on bouge, on est vivant, on respire, tout ça. Et en Bélier, il y a vraiment cette dynamique et cette impulsion qui est extraordinaire aussi. Ouais. Donc, on commence à avoir un... ça y est, on va quelque part. Alors, il va y avoir un élan explosif au moment du carré avant. Il est à 20, il est déjà quasiment... il rentre dans l'orbe du carré à Pluton. Donc là, il va pousser pour un élan assez actif et jusqu'à ce qu'il arrive à Uranus. Oui. Guerrier, c'est un guerrier de lumière ou un guerrier... Voilà, en tout cas, c'est un guerrier quand même. Il y a un côté il y a un travail de chevalerie à faire. Là. Il faut aller de l'avant. On est obligé de passer à l'acte, en fait, d'une manière ou d'une autre. On est appelé à agir. Voilà. Et Mars va être conjoint à Uranus au mois d'août. Ouais, mois d'août 2022. J'ai la sensation que ce sera peut-être plus doux aussi à ce moment-là, s'il y a certaines personnes qui ne vivent pas spécialement bien là, ce début de carré Mars-Pluton avec un Mars dans le Bélier.
je pense que ce sera déjà plus lisible et peut-être plus doux avec un peu de chance quand Mars conjoindra effectivement Uranus, nœud nord. Peut-être plus inspiré par des choses plus porteuses, peut-être, ouais, qu'un Pluton qui nous quand même. Oui, mais le carré Mars-Pluton, ça peut être la destruction de ce qui est plus conforme, hein. Oui, tout à fait, ouais. Donc, évidemment, c'est toujours embêtant, mais c'est autant la guerre que la destruction de ce qui est plus conforme et qui doit changer. Donc. Mais là, de toute façon, ça arrive fréquemment, hein, ces carrés Mars-Pluton. Ouais. Mais en tout cas, quand Mars transitera Uranus là, cet été, il activera aussi assez fortement ce fameux carré décroissant Uranus-Saturne aussi. Et c'est-à-dire qu'il va activer, plus claire. voilà, il va activer le carré Saturne-Uranus. C'est ça. Et du coup, là, on dirait que Mars vient au secours de ce cycle Saturne-Uranus. Ouais, ça me donne cette sensation-là, comme si il y avait un peu, voilà, cet été, quelque chose qui sera plus facile à dessiner et à positionner en acte. Parce que là, enfin, en tout cas, c'est peut-être qu'une sensation, mais j'ai cette idée que, bon, il y a des idées, il y a des choses, mais on n'est pas encore dans une action très résolue pour ce cycle Uranus-Saturne. Et je me dis peut-être que Mars nous fera du bien, comme ça, en arrivant sur Uranus. Allez, maintenant, on a la direction, on y va, quoi. Vraiment. Oui, parce que c'est vrai que Mars, c'est vraiment ça, ne serait-ce que par son principe de base. Ouais. Sa symbolique, en plus, il tend vers quelque chose, quoi. Donc, il va nous montrer vers quoi on tend. Ouais. C'est bien. Ça va faire du bien. Oui, ça fera un appel d'air, moi, je pense. Oui, voilà. On verra. Si là, on est au centre de la roue à se dire « Oh là là, mais laissez-moi sortir », peut-être que là, on pourra sortir un petit peu. Et il est possible qu'en juin, là, au moment du solstice, là, dans ce mois de juin, vers la fin juin, on sente ce qui va plus très bien et qu'il faut laisser derrière. Dans ce carré Mars-Bélier, carré avant Pluton-Capricorne, et ensuite peut-être premiers travaux de reconstruction avec Mars-Uranus. Avec une orientation, quelque chose qui est en fin d'année, grâce aussi au cycle Jupiter-Neptune. Oui, il y a quand même vraiment, je trouve, la possibilité de percevoir de nouvelles façons de voir le monde, de nouvelles façons d'agir. Il y a vraiment de grandes capacités de raisonner autrement avec le monde et de vivre autre chose. De manière plus inclusive, ouais, de manière poisson, en fait. Ouais. Après, ce qui est dur, en fait, c'est que vraiment, ça nous pousse à lâcher et que parfois, c'est pas si simple. On doit lâcher des égoïsmes. Ouais. Avec la queue du dragon dans le scorpion, on doit des égoïsmes, en fait, je pense. Vous ne croyez pas? Oui, si. Oui. Moi, je vois vraiment tous les égoïsmes qui peuvent être dus simplement au drame et à l'histoire qu'on se raconte, quoi, qui finalement nous gardent sur quelque chose d'égocentré, alors que la protension individuelle et collective peut être différente, quoi, si on accepte de lâcher les trucs qui nous remettent le nez sur le nombril, quoi. Et c'est vrai que cette Vénus là qui est au milieu du ciel du solstice d'été, elle est maître. On peut rappeler qu'elle est tout de même, là, elle est vraiment au milieu du ciel, elle est dans l'ordre de conjonction du nœud nord, et elle est maître de ce nœud nord taureau. Elle est belle. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a vraiment cette idée qu'on en a déjà soulevée, mais qui nous demande l'étoile au milieu du ciel, ça pourrait être d'être plus inclusif, moins exclusif, moins peut-être auto-centré, quoi, mais ancré, mais pas auto-centré, quelque chose comme ça. Ancré mais relié. Voilà. Vertical et horizontal. C'est ça. Alors peut-être au niveau individuel, pour ceux qui le peuvent, peut-être ça peut être très intéressant d'aller regarder où joue ce nœud sud scorpion qui va nous pointer qu'est-ce qui est à lâcher, qu'est-ce qui se demande à être dépassé, à être nettoyé, regarder où joue le nœud nord. C'est-à-dire il faut le revoir avant de le lâcher. C'est-à-dire que, parce qu'il ne faut pas lâcher trop. Si on lâche avant d'être allé y revoir, ça ne sert à rien. Hein. C'est-à-dire ça reviendra une fois de plus. Donc, il faut lâcher en toute connaissance de cause. Oui, s'autoriser à revisiter. Oui, tu as raison. Ouais. Et puis peut-être aussi regarder
Regarder où joue ce fameux recyclage poisson dans les thèmes individuels, hein, pour ceux qui ont accès à leur carte natale, ça peut être bien. Et puis trouver à se rallier peut-être au choix, ce que tu disais en off Fanchon, trouver à se rallier au choix de notre âme, quoi, vraiment en profondeur. Le choix de notre âme, il n'est pas dans le drame psychique ni émotionnel, il est bien au-delà. Donc, Dans l'amour dans Vénus, grâce à Vénus, oui. dans l'amour. C'est ce qu'on va souhaiter à tout le monde. Ouais. D'oser revisiter l'histoire, puisque la vieille histoire ne marche plus, quoi. Un bel été vénusien. Ah oui, faisons ça. Ouais, guidé par une bonne étoile. Et c'est ce que tu disais aussi à un moment, mais c'est peut-être la dernière fois qu'on a échangé sur l'idée de garder la confiance et la conscience que le grand esprit veille, enfin qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'à un moment, c'est peut-être aussi justement avec cette Vénus en haut, là, c'est lâcher aussi dans le sens, quoi qu'il arrive, quelque chose de plus grand que moi s'occupe de tout. Et on retrouve bien cette symbolique poisson, c'est une belle définition de ce qu'est la foi réellement. Ce qu'on pourrait se dire, hein, dans ces périodes troublées, c'est ah bah oui, je veux bien garder la foi, mais je me raccroche à quoi, etc. Bah oui, mais la véritable foi, elle est justement aussi au cœur de l'inconnu, des ténèbres, de là où on n'a pas de visibilité finalement. C'est ce à quoi nous invite ce cycle Jupiter-Neptune. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Une foi peut-être plus dans l'humanité unie avec tous les règnes, en fait. Je pense qu'on s'en rappellera de cette époque plus tard. Historiquement, elle marquera. On vit des grands passages là, comme on l'a vu entre 2020 et 2032. Et on est dans un créneau très étroit de passage, mais on le travaillera chaque fois un peu mieux.